Salam alaikum Nadia, comment elle va? Wa alaikum salam. Très très bien et toi? Ah ben tu vas bien, j'espère que tu vas bien parce que nos auditeurs aujourd'hui, nos auditrices, je sais pas s'ils iront bien parce qu'on parle aujourd'hui de choses qui vont arriver, qui sont déjà en place et qui vont aussi arriver en janvier. D'accord? Donc, on va parler aujourd'hui de nouvelles lois, de DAC 8, de MICA, d'euro numérique, tout ce qui plaît pas et tout ce qui fait sourire Nadia. En fait, en gros, on est les oiseaux de mauvais augure aujourd'hui, je crois. Voilà, exactement. Mais faut en parler parce qu'il faut savoir Ouais. comme dirait Nadia, à quelle sauce vous allez être Manger. mangé. Exactement. Voilà. Euh, Sans plus attendre, clairement, on va commencer sans détour. Euh, Nadia, on entend parler d'euro numérique. Moi, je parle depuis un bout de temps déjà, ce qui m'a valu pas mal de problèmes. Il y a un an hein, qu'on en parlait déjà. Exactement. C'est un bout de temps que j'en Ouais. parle. On parle de la fin du cash, on parle de DAC 8. On a l'impression que les taux se resserrent sur nos libertés financières. Est-ce que, dis-moi, c'est de la paranoïa? Est-ce que je suis paranoïaque? Ou nous sommes vraiment d'un tournant historique de la surveillance monétaire? Alors, c'est pas de la paranoïa, effectivement. Ah. Oui, c'est pas de la paranoïa, pardon. Là, on va dire que c'est plutôt de l'ingénierie systémique. En fait, là, on vit vraiment une fin de zone grise. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu à l'époque. Moi, ça m'a fait penser à ça dernièrement, parce qu'on est beaucoup interrogé sur ça, hein, l'euro numérique. Je sais pas si tu te rappelles le passage, en fait, de tout ce qui était courrier papier au courriel. Courrier papier au courriel, Oui, aux oui. emails et compagnie, c'était aussi une révolution. Voilà, et ça a été pareil quand on avait les francs à l'euro. À chaque fois, tout le monde parlait de révolution, voilà. Mais moi, j'ai plus pensé au courrier papier, du courrier papier et l'email. Ça me fait penser à ça, l'euro numérique, à tout ce qui va être argent fiduciaire, et tout à coup ben, on passe à de l'argent mais qui est complètement abstraite et qui est en numérique. Là, c'est pour moi c'est la même chose. Donc on va dire qu'on est à la fin d'une zone grise et à un tournant, mais bon, effectivement aussi au-delà de ça, hein, au-delà de cet aspect-là technique, c'est pas de la paranoïa. Tout ce qui est numérique, il faut savoir que ça laisse une trace, et là indélébile. Et donc on va passer en fait d'une fiscalité déclarative avant qui était basée sur la confiance, hein, c'était à nous de déclarer un petit peu ce qu'on avait en avoir. Et à aujourd'hui, on va passer à une fiscalité qui va être, elle, automatisée et qui va être basée sur la preuve algorithmique. En gros, c'est les plateformes qui vont, avec à l'aide d'algorithmes, tout faire remonter. Hein, Mhm. je pense à DAC 8, je pense à l'euro numérique, je pense à tout ça, hein, à tout ce qui se met en place aujourd'hui à l'ère du numérique, c'est ce qui va se passer. Donc non, clairement, c'est pas de la paranoïa, pardon, voilà, on est clairement en fait un tournant qui est juste historique, auquel il va falloir s'habituer et se dire qu'entre l'euro numérique, la réglementation MiCA, on en a déjà parlé il y a un an, la directive DAC 8, il y a quoi Mhm. encore? Enfin, il y a tellement de choses qui évoluent, même au niveau international. Voilà, on est dans une ère où chaque transaction financière maintenant, chaque transfert d'argent que l'on fera, hein, chaque gain aussi, sera en fait automatiquement traçable. Donc non, c'est pas de la paranoïa. Avant, c'est vrai qu'on avait encore cette marge de, comment dire, cette marge de manœuvre. On avait un petit peu des oublis qui étaient plus ou moins, on va dire, tolérés. Mais Mhm. aujourd'hui, en fait, les États ont décidé de reprendre la main sur en fait cette sphère un petit peu monétaire où il y avait ben, un petit peu des évasions fiscales, des gains qui n'étaient pas forcément déclarés. Donc là, surtout après toutes ces dérives-là aussi liées au secteur crypto, hein, c'est le secteur, c'est lié hein, tout ça. Comme le secteur crypto en fait se développe, ben, qu'est-ce qui se passe? On a vu beaucoup de personnes pas forcément faire enfin, faire leur déclaration, leur obligation déclarative et ça a un petit peu suscité et mis la puce à l'oreille à l'État. Donc maintenant, ce qui se passe avec toute cette explosion-là de l'économie dite parallèle, Mhm. des fuites fiscales, ben, l'État a décidé de sévir et essayer de resserrer les taux sur nous et d'avoir une maîtrise et un contrôle un peu plus encadré, on va dire. Dis-moi, est-ce que c'est pas parce qu'il y a de l'argent à aller chercher? Les États sont endettés, on le sait. Ouais. Et est-ce que aussi c'est pas parce qu'aujourd'hui on met tout en place pour récupérer un petit peu d'argent par-ci par-là? Alors oui, de toute façon, on le sait très bien, hein, et moi j'en ai parlé il y a
plusieurs reprises. Alors, il faut savoir que déjà l'État a développé de super outils, notamment avec l'IA aujourd'hui, pour que tout puisse être traçable. Alors, faut pas croire qu'il y a que les riches qui sont fliqués ou qui sont tracés ou que c'est les seuls qui vont susciter l'intérêt du fisc, hein. Même les petites transactions, même les petits, hein. C'est les algorithmes aujourd'hui qui font que tout le monde est susceptible d'être redressé. Donc effectivement, 3300, un peu plus même, milliards de dettes, il faut bien trouver aussi des moyens de les combler. Et la chasse à la fraude fiscale, au manquement déclaratif, même des fois c'est pas intentionnel, hein, c'est par manque de connaissances, quelqu'un qui n'est pas accompagné, qui sait même pas comment on fait, qui sait même pas qu'un wallet ça se déclare ou qu'un compte à l'étranger ça se déclare, voilà, par manque de connaissances le fait pas. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ils vont aussi utiliser, enfin ils vont se servir de tout ça pour, comment te dire, pénaliser, mettre des amendes à ceux qui auraient failli à leur obligation déclarative. Donc ça va remplir effectivement les poches, les caisses de l'État, on va dire. Ah, ok, d'accord. Ben, je vois que beaucoup de personnes sont pas au courant de tout ce qui est, déjà, on vient d'en parler, l'euro numérique, Ouais. le crédit social, revenu universel, des choses qu'on entend depuis un petit bout de temps, qu'on voit un petit peu que ça se passe déjà bien en Chine. Donc les gens, on leur parle de ça, donc ils en ont un petit peu rien à faire. Mais c'est vrai que ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que euh, de comprendre la différence fondamentale qu'il puisse y avoir quand même, parce qu'il y a entre l'euro numérique et les crypto-monnaies, là où on voit que peut-être le Bitcoin est un outil de liberté plus que l'euro numérique. Ouais. Euh, Alors mais là, il y a une grosse confusion, hein. Alors il faut, justement, ouais, ouais. il y a une grosse confusion. Ça n'a rien à voir. Le Bitcoin et l'euro numérique n'a rien à voir. Ben, les gens confondent, hein. Pour eux, c'est pareil. Ils pensent que, alors, il faut recadrer les choses. L'euro numérique, c'est pas un token, hein. C'est pas un outil en fait aussi d'épargne, hein. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est aussi un outil d'investissement. L'euro Mhm. numérique, c'est pas du tout ça. 1 euro, en fait, l'euro numérique, c'est quoi? L'euro numérique, en fait, c'est tout simplement une monnaie de banque centrale, d'accord? C'est une monnaie qui a été édictée par la Banque centrale européenne. Ok? Le Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie qui est décentralisée, sur laquelle en fait on n'a aucune autorité centrale, hein, qui Tout à contrôle. fait. Je crois que c'est limité c'est 21 millions, hein, je sais plus, c'est ça, hein, 21 millions. 21 millions, ouais. 21 millions 21 d'unités, millions ouais. d'unités, voilà. Mhm. Elle est non censurable. Et en fait, tu peux le détenir en propre ou sur une clé physique, par exemple. Tu vois, ça, c'est vraiment un token, c'est vraiment une monnaie qui est à part et qui plus est souveraine. Et le Bitcoin est aussi, comme je te dis, a cette capacité effectivement à t'apporter des gains. L'euro numérique, non. L'euro numérique, c'est une monnaie qui est digitale. Donc, 1 euro numérique est égal à 1 euro. Et ça fait pas des petits. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un token ni quoi que ce soit. C'est vraiment une monnaie de banque centrale. Donc, qui vient s'ajouter. En gros, il existe le cash, les pièces, les cartes, un peu importe, hein. Et c'est un moyen de paiement supplémentaire qui a été créé par l'Europe. Et pourquoi? Tout simplement parce que à aujourd'hui, enfin tout le monde, hein, on utilise de moins en moins de cash et on va utiliser des moyens de paiement sur des plateformes du genre PayPal, Google Pay, voilà. Et tout ça est basé sur quoi? Sur de l'USDT, de l'USDC, sur le dollar américain. Ce qui fait Mhm. qu'en fait l'euro, la monnaie euro, hein, perd de sa souveraineté. Donc l'Europe a décidé effectivement en se disant, ben, si on développe, si on est à l'ère du numérique et que ça se développe, mais que nous, notre euro n'est plus souverain et que tout est basé sur l'USDT, le dollar, hein, je vais parler plutôt Mhm. comme ça, en dollars, ben ça leur échappe, hein. Ils perdent un peu de leur souveraineté. Donc, Tout à ils ont fait. créé cet euro, l'objectif, hein, principal de ce qu'ils nous disent. Ils ont créé cet euro numérique, effectivement, pour contrer cette utilisation de plateformes, de banques ou autres, d'applications qui seraient basées sur le dollar et revenir à l'euro. Donc, ils ont créé une monnaie supplémentaire qui vient non pas, elle vient pas se substituer au cash ni quoi que ce soit, pour le moment. Attention, ça c'est l'objectif Ce qui est légal dit. qui nous est annoncé. Voilà. Donc ça se substitue pas, pardon, au cash, aux pièces de monnaie, ni quoi que ce soit, aux autres moyens de paiement. C'est un moyen de paiement supplémentaire pour éviter que, d'après eux, on utilise d'autres plateformes ou autre chose qui serait plutôt basée sur le dollar. Voilà ce que c'est en gros et pourquoi ça a été créé officiellement. L'euro numérique, mais on va voir que les dérives, les risques qu'il peut y avoir Tout à ce fait. qui va en Et, être fait de cet et euro numérique. sachant que une différence fondamentale aussi qu'on peut trouver, c'est qu'en fait, en général, le Bitcoin, plus on va détenir du Bitcoin avec le temps, on va dire, l'argent qu'on va mettre sur du Bitcoin, on pourra acheter plus de choses. Au début, au Bitcoin, vous pouvez acheter rien du tout.
Aujourd'hui, avec un Bitcoin, tu peux acheter trois voitures, trois Oui, bonnes voitures. oui, voilà, Donc, voilà. mais tandis qu'avec l'euro, ah ben, avec le temps, ah ben, ça sera soumis aussi à l'inflation, Ah oui, cette monnaie numérique. Et en plus, on pourra alors se faire plaisir parce que d'une, là où on avait le cash, on pouvait être déteneur du cash. Aujourd'hui, quand on passe à l'heure du numérique et ce qu'on a sur les comptes, c'est que là, on est des créanciers pour la banque. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'ils pourront toujours imprimer, faire autant. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la crypto, comme tout à l'heure je le disais, il y avait 21 millions de bitcoins tout court. Et ben, pour l'euro numérique, ben, c'est limité. On peut en Alors créer là, autant qu'on veut. effectivement. Alors là, je te donnais la version officielle de l'objectif de l'euro numérique. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'analystes et beaucoup. Pourquoi c'est pas encore mis en place? Tu sais que tu te rappelles que nous, quand on en parlait l'année Tout à dernière, fait. ça devait être mis en place en octobre 2025. Tout à Et fait. c'est pas mis en place. Pourquoi? Alors déjà, il y a certains pays qui sont réfractaires. Techniquement, c'est assez compliqué de mettre tout le monde en Europe d'accord. Et ils se sont rendus compte que, ben, avec toutes ces oppositions là, c'était compliqué de le mettre en place. Donc le projet est bien avancé hein, sur l'euro numérique, c'est bien avancé. L'opérationnel, hein, dernièrement, il y a peut-être deux, trois jours, Christine Lagarde disait que ça y est, c'est terminé. Maintenant, il faut les mettre d'accord, comme tu dis. Cette phase-là, donc là, on rentre dans la phase technique de. En fait, il faut qu'ils le mettent en place. Ils sont dans la phase C'est ça. de test et de mise en place pour l'instant. Donc, là, comme ils disent, hein, c'est pas. Alors, il y a beaucoup de choses que Christine Lagarde ne dit pas aussi, que les analystes ont relevé et que certains politiques mettent en avant hein, quand même. C'est que nous, tout, on voit que le packaging est beau, hein, que c'est juste une monnaie qui se substitue pas, mais qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà pour faciliter les transactions, parce que c'est une monnaie qui est interchangeable, c'est-à-dire que et on sera sur le même système européen de paiement. Hein. Donc Mhm. c'est censé être plus facile, mais ils nous parlent quand même aujourd'hui, hein, beaucoup d'analystes nous disent que il y a quand même, Christine Lagarde ne le dit pas, mais ça va être quand même conditionné, paramétré. Hein. Enfin, ils nous disent que, Christine Lagarde dit que non, hein, mais bon, que c'est une monnaie qui est quand même programmable. Alors, elle est traçable hein, déjà, elle est programmable, elle est centralisée. Et l'État, en fait, peut tout savoir de toute façon, quoi qu'il en soit, sur nous, savoir quand, où, combien et pourquoi on dépense. Donc, ça veut dire que demain, la Banque centrale peut très bien décider de bloquer nos fonds. Les banques le font déjà. T'as vu quand on veut faire des transferts crypto, ce genre de Tout à choses, fait. ils nous Tout à bloquent. fait. Ils peuvent très bien le faire. Et ils parlent d'un plafond entre 2000 ou 3000 euros maximum D'accord. qui serait Ouais. prévu. Et là, ils vont pouvoir, cette monnaie-là, étant donné qu'elle est digitale, numérique, contrôlée par la Banque centrale, ils vont pouvoir l'orienter. Ou tout simplement, ça peut être un outil de contrôle. Donc l'orienter, en gros, elle peut être périmable, c'est-à-dire on va pour repousser, pour relancer, pardon, la consommation, ils vont peut-être nous obliger dans un temps imparti à le consommer. T'imagines? Et autre chose, ils peuvent même nous interdire. Et là, c'est là, ils le font déjà avec certaines libertés hein, de culte et compagnie. Hein, ils sont déjà en train de jouer sur pas mal de choses. Pourquoi ils ne le feraient pas sur ce qu'on consomme? Demain, ils vont pouvoir contrôler ce qu'on consomme. C'est-à-dire que quand on va vouloir acheter quelque chose qui ne rentre pas dans leurs critères à eux, par exemple environnementaux ou d'éthique ou je ne sais pas quoi, nous empêcher de le consommer. C'est ce qu'on Ils vont entend, hein, dire, parce que là, il y a une grande peur sur cette monnaie programmable, justement. Et tu viens de dire ça, il y a des gens, ben, c'est une réalité que cet argent-là peut être périssable. C'est-à-dire que ton épargne, on va t'obliger, ben, pour que tu mettes de l'argent dans l'économie, pour qu'elle tourne, justement. Parce c'est que là, ça. les gens, ils épargnent, ils gardent leur argent, ils ont encore le droit, ils le font. Mais là, demain, on peut obliger les gens à utiliser l'argent pour que l'économie tourne et cacher un petit peu les défaillances du système, on va dire ça comme ça. Mais complètement, voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a aussi une mise en place qui est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de réfractaires, beaucoup hein, tirent la sonnette d'alarme en disant attention, parce que c'est vrai qu'à aujourd'hui, de toute façon, on va prendre un exemple tout simple, hein, on le voit au quotidien. À aujourd'hui, on dit l'euro numérique, non, c'est fait pour vous aider, pour vous faciliter la tâche, et on voudrait que notre monnaie euro reste souveraine et pas que vous soyez sur des plateformes avec des PayPal, des Google Pay indexés sur le dollar et compagnie. On vous facilite la tâche, c'est pas une substitution, c'est en plus. Mais regarde ce qui se passe. Quand on va à la banque, quand on veut retirer des fonds, on l'a tous eu le cas, hein. Dès qu'on veut retirer même 500 euros, il faut montrer patte blanche, il faut justifier même pour 500 euros. C'est Tout la à fin du fait. cash. On nous restreint, on nous oblige, on nous contraint, enfin, on nous bloque dès qu'on veut retirer du cash. Donc c'est la fin du cash. En fait, on est en train de nous habituer à ne plus pouvoir avoir accès au cash. T'as vu? C'est bizarre, hein? Mais les Petit à petit, distributeurs, t'as raison, distributeurs, il y en a de moins en moins, c'est une réalité, on le il voit, y hein, en a de ça, moins en moins. ils ont retiré.
Exactement. Et quand tu vas dans ta propre banque et que tu veux faire un retrait, alors déjà, il faut justifier de ce que tu vas faire. Limite, il faut ramener la facture de ce que tu vas acheter. Non mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de parodies comme ça sur les réseaux sociaux, mais c'est réellement ce qui se passe. J'en ai besoin, mais quoi? J'ai en vacances. Oui, mais je vais en vacances. J'ai envie de prendre 2 000 € pour aller en vacances. C'est pour me faire plaisir. Je vais pas On vous peut ramener la payer. facture de tout ce que je vais acheter, en gros. Et ils nous bloquent. Donc on nous laisse de moins en moins accès au cash. Il y a de moins en moins de distributeurs. On est en train de nous conditionner à utiliser de moins en moins le cash. Donc pour l'instant, ils nous disent que c'est une monnaie supplémentaire, digitale. Mais demain, avec la disparition du cash, cette monnaie-là, elle va devenir monnaie légale. C'est-à-dire on n'aura Tout plus. à fait. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est cette dérive-là, c'est qu'au bout d'un moment, on n'est plus de cash. Et que l'euro numérique s'installe comme la monnaie officielle de l'Europe. Donc ça veut dire là, on n'aura plus, nous, cette liberté quand même, parce que s'il reste un peu de cash, il suffit tout simplement d'arbitrer et de bien programmer les choses, d'avoir un peu de cash, d'utiliser un peu les virements, d'utiliser un peu l'euro numérique, pourquoi pas. Mais s'il y a une disparition du cash demain, bah, on n'a plus cette liberté, cet anonymat total qu'on a sur le cash. On ne l'aura plus. Et là, la monnaie, enfin l'euro numérique, risque de devenir la monnaie de l'État, enfin des États européens et la seule monnaie qui existera. Donc moi, c'est ça qui me fait peur, c'est où va-t-on? Pour l'instant, on nous dit ça. Mais c'est bizarre que petit à petit, on nous oblige, on nous contraint, on nous conditionne à avoir un comportement où on n'utilisera plus de cash. C'est pour tendre vers ça, vers Tu as tout à fait raison. l'unicité et Les la gens capacité aujourd'hui, à dominer. Voilà. ils ont un petit peu la flemme, comme tu dis, d'aller retirer du cash. Beaucoup font ce combat-là. Beaucoup militent pour payer en cash leurs commerçants, etc., hein. Je Oui, vois c'est des ça. gens qui font des mouvements comme ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on te dit, j'ai vu une politicienne dernièrement sortir un argument que c'est l'argent d'Internet. Aujourd'hui, je peux payer avec ma carte bleue sur Internet, c'est pareil. Donc, c'est pas un argument qui tenait. Mais dis-moi, si, enfin, moi, selon moi, j'ai l'impression que cet euro numérique, c'est la mort programmée de l'argent liquide. Ouais, Mais qu'en est-il pour notre communauté qui utilise encore beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui aiment utiliser du cash. ouais. Quel va être l'impact sur la communauté? Alors, bon, on va revenir, tu sais, à l'éthique hein, musulmane et la notion de propriété. C'est très important parce que, en fait, c'est vrai que nous, dans notre communauté, bon, tu sais qu'il y a un des piliers de l'islam où on a notre zakat, on a les aumônes, et dans notre communauté, c'est monnaie courante, on va dire. Et en tant que musulmans, en fait, euh, on a tous, j'ai envie de te dire, des raisons d'être plus ou moins vigilants. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un des principes en fait fondamentaux en islam, c'est cette liberté de disposer de la propriété privée. Hein. Mhm, C'est ce qu'on appelle le milkiya. mhm. Mais quand tu possèdes, enfin, ce que tu possèdes, en fait, tu as le droit d'en disposer librement tant que tu fais pas de mal. Mais là, si l'euro numérique, oui, enfin l'euro numérique hein, en général, hein, c'est surtout ça, t'impose où tu dois dépenser ton argent, t'impose des limites quand tu veux l'utiliser, la monnaie qui périme, par exemple en termes de temps ou de montant. Si c'est paramétré à 2 000 ou à 3 000 € par exemple. C'est ce qui prévoit. T'empêche certains achats. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un achat qui ne conviendrait pas à l'État où on voudrait maîtriser ta façon de consommer, voilà, hein, par rapport à, je sais pas moi, ce qui revient généralement, c'est tout ce qui va être environnemental ou autre, hein, donc qui ne serait pas validé, on va dire. Tout achat, voilà, ça serait ça, tout achat qui ne rentre pas dans le clou, qui ne serait pas validé par la politique publique, bah là, ça pose problème. Donc là, on entre aussi dans quoi? On entre dans une logique où ton argent, en fait, t'appartient plus. C'est plus vraiment ton argent. En fait, t'es quoi? T'es tout simplement locataire de On ton passait dans le argent. communisme. Bah, bah, écoute, on l'a vu hein, en Chine quand il y a eu Ouais. le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué les comptes. En fait, pour que les gens ne sortent pas et ne puissent pas consommer, ils avaient la main mise, ils bloquaient les comptes, ils gelaient les comptes, ils sortaient les fonds, les salaires en compte-gouttes, voire ils les distribuaient pas du tout. Donc, qui dit que demain, ça va pas être comme ça chez nous? Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème pour nous, notre communauté, parce que généralement, notre zakat ou l'aumône, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la donne en liquide, hein, on fait pas des virements sur le compte des gens. Et généralement, même les gens, on les connaît pas forcément, on va faire de bonnes œuvres. Hein. Et du coup, bah, si on a plus ce cash-là, demain, on va distribuer notre zakat ou nos comment? Bah, par des virements bancaires, par tout ce qui Voilà. va être digital et traçable. Et ben, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que l'État, en fait, elle peut très bien décider, voilà, que cet argent-là, ces dons-là,
n'ont peut-être pas été déclarés et ils pourraient tout simplement revenir dessus, le requalifier et dire que par exemple ça peut être une donation ou ce genre de choses. C'est des sommes d'argent, notamment pour ceux qui le reçoivent, des sommes d'argent qu'ils ont reçues et qui n'ont pas été déclarées. Ils peuvent considérer ça comme des revenus. Je sais pas comment ça peut tourner, mais Encore te ficher, hein. Et encore te ficher, on sait jamais, hein. Tu fais une association de dons, c'est ton jamais, hein, tu vois. C'est ton aussi, jamais, parce hein. que beaucoup font des dons, enfin, heureusement, hein, mais pour la Palestine et compagnie, malheureusement, on rentre dans les radars dès qu'on commence à donner à certains types d'associations ou soutenir une cause qui est légitime, un génocide. Mhm. Voilà, tout de suite, vous pouvez avoir un triangle rouge qui s'affiche ou être fiché. Donc, si on en vient, nous, à devoir effectivement donner notre zakat par des virements bancaires, par une monnaie qui va être traçable, ça peut effectivement poser problème avec le fisc demain pour celui qui reçoit et même celui qui donne. Je voudrais revenir sur la Chine, parce que Christine Lagarde en parlant bien, limite c'est comme un modèle, j'ai l'impression. Et quand on regarde un petit peu là-bas, et qu'on colle les monnaies de banque centrale un petit peu au crédit social, Ouais, je rappelle que c'est une sorte de notation du citoyen. un scoring. Euh, donc là, on voit que l'outil de contrôle est encore plus puissant et derrière aussi du revenu universel. Bon, les gens, ils font pas attention à ce que ça veut dire, mais en fait, c'est comme si vous avez une allocation et après débrouillez-vous avec ça, d'accord? Mais je restais sur le crédit social, qui est un système de notation du citoyen. Si par exemple tu as trop voyagé dans l'année, on peut te bloquer, t'interdire des voyages. Si tu as trop mangé ceci, ben on peut t'interdire de cela. Si tu as brûlé des feux rouges, eh ben peut-être que toi tu seras blacklisté quand tu vas chercher un emploi. Et c'est ça qui se passe en Chine, hein. Tu peux être blacklisté parce que ben, t'as un fichier, un crédit social qui n'est pas bon. Et donc, t'es un rebut de la société. Il y a des gens qui dorment dans des tunnels. Il y en a Voilà, qui si peuvent tu même pas rentres faire. pas dans les clous, on t'affiche en fait, c'est On ça. t'affiche. On Mettre en t'affiche. avant ceux qui ne rentrent pas dans les clous. Et ils t'affichent réellement là-bas. T'es un paria, oui, t'es un paria. Oui, c'est Et tu peux mais même, voilà. même vu quelqu'un, j'étais choqué pour faire une partie de basket avec ses amis, qui devait scanner, et s'il n'a pas la bonne note, il peut même pas se faire un petit plaisir, un loisir. Ouais. Donc ça, il faut regarder ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il veut mettre en place, parce que là, on l'a vu en Chine quand tu as dit pendant le Covid, ben les gens, ben, ils voulaient manifester, mais tu peux pas manifester. En Chine, non. C'est un peu. Parce que, Bon, parce alors qu'à partir, on n'est pas sur les mêmes régimes politiques, hein. Là-haut, on est plus ouais, sur. mais ça commence, quand ça critique et que ça commence à dire, ah, c'est bien la Chine, à la limite, c'est bien la Chine, c'est un bon modèle, parce que je te rappelle que le gars qui a fait le yuan numérique disait que si jamais vous avez fait ça à l'époque des Gilets jaunes, Mhm. aux Européens, vous n'aurez pas eu de problème. Parce qu'à partir du moment qu'on tape dans la poche, comme tu as dit, la même mise, hein, c'est vraiment la même mise dans ta poche. C'est Qu'on ça. met, qu'on tape au niveau économique et qu'on t'assèche, tu ne vas rien faire. Et l'on fait au Canada, ça, pendant le Covid, quand les gens sont manifestés. Au Canada, ils ont tapé dans les salaires. Et donc, du coup, ça calme les gens, je peux te dire. Quand ils ont rien à manger, ça calme les gens. Donc, va falloir y penser. C'est ce qui va se passer. De toute façon, à partir du moment où on aura pu cette liberté avec le cash, cet anonymat que nous offre le cash, Tout à et que fait. tout sera numérique, ils auront la main dessus. On le voit, mais il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Regarde juste dans ta banque, ton compte, ton argent, ton salaire qui rentre, tu veux faire un retrait, c'est ton argent, tu as travaillé, donc l'origine des fonds, elle est tracée, tu veux la retirer pour acheter quelque chose, limite, tu dois ramener la facture. C'est ça. Donc, de ce que tu vas acheter. Donc, c'est déjà là, c'est déjà là. Donc, moi, ça me choque pas. Et ce que tu me dis là, on a l'impression que c'est une science-fiction, mais c'est pas du tout une Ça l'est science-fiction, pas, hein, c'est la réalité. c'est la réalité. Voilà, ils sont en train de nous conditionner pour l'instant. Donc, ça craint. Et il y avait une porte de sortie, on va dire ça comme ça, qui donnait un peu de liberté aux personnes, que, qui est la crypto-monnaie, clairement. Ouais, Mais là, l'année dernière, ils ont mis des choses en place. Enfin, je parle de l'année dernière déjà, parce que, on va dire, il y a quelques temps, cette année, il y a eu Mika qui est sorti. Et ouais. plateformes, ben, du coup, qui veulent établir leur commerce avec les gens en Europe, doivent se mettre au pas. Est-ce qu'un investisseur lambda doit s'inquiéter pour ces fonds qu'il laisse sur les échanges centralisés? Ouais.
Oui, alors déjà, il y a deux choses, hein. Il y a Mika, il y a Dacuit, hein. Donc Mika, c'était l'année dernière, hein, déjà que ça Ouais, s'est mis en place, hein. Alors peut-être te rappeler ce que c'est que Mika, hein. Mika, c'est tout simplement c'est le cadre en fait qui va venir professionnaliser le secteur de tout ce qui va être plateforme exchange centralisé notamment, hein, voilà. Et ça, c'était déjà début de 2025. Mhm. Ce qu'on appelle les CEX, hein, sexe. Euh, et là, toutes ces plateformes centralisées avaient pour obligation en fait en fait quand je dis professionnaliser, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a été posé. Ils devaient identifier en fait les utilisateurs. C'est pour ça qu'on a vu le développement des KYC et compagnie, hein. Donc l'identification des utilisateurs, tracer aussi tous les mouvements, garder voilà tous les historiques des mouvements. Il y avait aussi pas mal de règles, tu sais, de lutte anti-blanchiment strict. Tu as vu que maintenant quand on va sur une plateforme, qu'on essaye déjà enfin on l'a vu nous avec nos clients quand on le fait, hein, quand on veut ouvrir sur une plateforme centralisée, il y a une tonne de questions dans tous les sens et Ah compagnie, oui. lutte anti-blanchiment, et tu as vu qu'il y a tellement de questions, on nous bloque même dès qu'on va faire un petit virement, c'est hallucinant. Donc il y a pas mal de règles qui sont apparues, et bien sûr, il y a une autre obligation de ces plateformes-là, c'est de transmettre les informations au fisc quand il le demande. C'était pas automatique là, c'était quand il le demandait. DAC8, c'est différent. Ça va se faire automatiquement. Ça va être généré automatiquement. Et là, à partir du 1er janvier 2026. 2026. Pardon. Voilà, 2026. Je me disais, on est en quelle année? Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. Donc, en fait, oui, on a intérêt de s'inquiéter. En fait, si tu laisses tes crypto-monnaies, par exemple, sur Binance, Coinbase ou autre, hein, Mhm. crypto.com, je sais pas, tu en as d'autres, toi, en tête, Mhm. surtout ces plateformes centralisées. Et en tant que résident français, hein, bien entendu, ou européen, de toute façon, mais nous, on parle en tant que résident français, toutes ces transactions, elles vont être enregistrées et potentiellement, j'ai bien potentiellement, contrôlées. Donc, Mika va complètement nous exposer, enfin exposer nos fonds au fisc. Ils sauront tout exactement, le solde, les transactions, les gains, voilà. Donc, ces fonds-là, j'ai envie de te dire que c'est les mythes, ils sont plus à nous en fait, ils sont dans une banque de données, on va dire, qui est complètement transparente Mhm. pour l'administration fiscale. Donc alors, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément un problème. En fait, si tu es en règle et que tu fais bien tes Il n'y a obligations aucun souci. déclaratives, voilà, t'es pas forcément en danger. Voilà. Ceux qui peuvent être en danger, par contre, et on le dit tout le temps, tu vois, c'est les amateurs. C'est ceux qui savent, enfin, qui se lancent dans la crypto sans connaître vraiment ce que c'est que la crypto, qui savent pas que ça se déclare, comment ça se déclare. Ceux qui sont très mal organisés aussi. Voilà, ou voilà, qui sont mal organisés, ou qui n'ont pas de structure, ou qui n'ont aucune connaissance. Voilà, parce que quand tu vas en crypto, c'est ce qu'on dit nous, même dans nos formations, que tu ailles en bourse ou en crypto, il y a une fiscalité. Donc s'il y a une fiscalité forcément dessus, c'est qu'il y a des obligations déclaratives. Donc à partir du moment où tu te lances dans un investissement, il faut que tu saches que bah, quand tu investis sur ce placement-là, voilà, ça rapporte tel gain, quels sont les types de gains et comment ils se déclarent ces gains-là aussi. Et quelles sont tes obligations déclaratives à faire. Et beaucoup en fait se lancent dans j'investis. Voilà, où j'investis même sans stratégie, sans connaître, et c'est eux qui risquent de payer les pots cassés en fait, j'ai envie de te dire. C'est plus eux. Ces gens-là, surtout parce qu'il faut aussi des transactions les noter, Mm. qui rentrent dedans. Moi, j'y vois des gens comme ça, des fois, qui rentrent dans l'accompagnement. Et ces personnes-là, ça fait des années qu'ils sont en crypto, mais ils savent pas quand ils ont investi, qu'est-ce qu'ils ont investi, alors que non, c'est Il faut important garder un historique. de le savoir, ça. Mm. Bah, il faut garder les historiques, hein. C'est pour ça que généralement, toi, tu les rediriges vers d'autres Mhm. plateformes où tu vois l'historique des opérations et compagnie, tu veux les faire enregistrer. Et c'est important de les imprimer. Moi, je dis toujours de les garder en numérique, mais de les garder en papier aussi. Parce que demain, si tu as un contrôle du fisc et vous allez voir que les contrôles vont se renforcer, tu as intérêt de justifier de tes historiques, hein. Parce que là, c'est 10 Tout à ans fait. qui remontent en arrière. Donc, moi, tu vois, je l'ai pas fait, j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière, c'est maintenant de tenir un carnet. Parce que vu qu'on va passer à tout va être contrôlé, tenir un carnet de ce que j'ai et de Mhm. quand j'ai investi, de voilà ce que j'ai vendu, ce que j'ai acheté, ce que j'ai plus ou moins gagné, quand il y a des gains, voilà, ou les moins-values. Voilà. Tout On à dit plus fait. moins-value qu'autre chose, moi, mais je garde tout. Je me dis, si j'ai un contrôle, bah, tout est tracé. Tout est là. Voilà, on peut Et pas me reprocher de et pas t'as avoir. raison parce que toi au moins tu notes tes moins-values parce que les gens, on va taper sur les plus-values, mais quand tu sais pas où t'en es, Mm, on sait pas qu'est-ce que t'as fait, le problème c'est que, comme tu as dit, c'est 10 ans, on monte de 10 ans en arrière, donc il y a de quoi faire. mm. Du coup, comment ça se passe? Ils vont appliquer quelque chose de particulier, forfaitaire, il y a quoi qui se passe? Qu'on sait pas. On en est où? Euh, alors, tu sais, c'est un peu comme, tu vois, quand tu prends l'autoroute.
Ouais, Tu prends un ticket de payage et tu arrives à la prochaine banque, tu dois payer. tout à fait. Ok. Si tu perds ton ticket, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu te fais allumer. Voilà, eh ben là c'est pareil. Ah ben C'est la même voilà. chose, c'est 80%. Oh Voilà. punaise. C'est plein pot. Et encore, hein, je te dis 80, je suis en train de survoler. Hein. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Hein. Tu as une pénalité de 60 et ensuite, voilà, sur les fonds qui te restent, on te rapplique 80. Et des fois, en fait, ton portefeuille crypto, les avoirs que tu as, tu te retrouves à payer plus. En gros, par exemple, tu avais 50 000 euros investis qui sont devenus 100 000. Ils te mettent les premières pénalités parce que tu as manqué, tu as fait un manquement déclaratif et compagnie. Donc, on va t'appliquer la première tranche. Ensuite, on va te prendre 80% sur telle partie. Et au final, tu te retrouves, tu n'as que 80 000 euros en portefeuille à devoir donner 110 000 euros au fisc. T'as plus rien. Donc tu te fais, c'est pas un hack, hein, là. Là, tu te fais siphonner ton wallet, Oh ouais, non, mais mais non, non, légalement. on fera un live sur ça où je vous expliquerai la technique, je vous donnerai des exemples et vous allez halluciner. Donc, faut vraiment, la conformité, elle est là, mais elle est là, prenez-la comme une protection. Soyez réglo et carré, parce que ça peut coûter très cher. À la fin, vous vous retrouvez sans rien, parfois. Ouais, Mm. les gens font pas attention à ça, mais ça, Non. franchement, ça triste, hein, mais, ça qu'on fait cette vidéo pour vous sensibiliser un petit peu. Ben, Vous ouais. pensez pas plus malin que le Si gouvernement tu ou quoi que ce couples, soit. si tu couples toutes les amendes et les pénalités qu'ils peuvent te prendre, les 750 euros, enfin, ils vont passer à 1500 euros a priori, par contre non déclaré, par année, par contre, c'est par année non déclarée, plus les pénalités, plus ceci, à la fin, en fait, c'est toi qui, en fait, tu leur donnes ton portefeuille crypto, et tu leur donnes tes comptes, quoi. T'as plus rien à Voilà, la fin. Mais je voilà. suis sérieuse, hein, il y a des cas, là, on s'est retrouvé avec deux cas de jurisprudence où, ben, ils ont plus rien et c'est eux qui doivent donner à l'État. Et n'oubliez pas aussi de déclarer vos comptes crypto comme un compte bancaire à l'étranger. C'est important, beaucoup ne le font pas. Oui, oui, effectivement. Alors, ça, on reviendra peut-être au moment de la déclaration d'impôt. Hein. Oui, Voilà, c'est le formulaire 3916 et les cryptos, c'est le 3916 bis. Compte à l'étranger, genre Revolut, ce type de compte, c'est le 3916. Quand on fait la déclaration, il faut aller les télécharger. Quand on fait notre déclaration, on va télécharger compte à l'étranger. Donc, vous prenez les comptes classiques à l'étranger et les comptes de crypto-actifs. Voilà. Et vous allez avoir pardon, oh, je sais plus, formulaires, je vais y arriver, le deux formulaire. formulaires qui viennent s'ajouter à votre déclaration d'impôt, la 3916, la 3916 bis. Et vous les déclarez bien. On vous demande pas les montants, on vous demande de les déclarer. Ah oui, parce que oui, ça c'est quelque chose qu'on a. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de personnes le regrettent après. Mais ils vont. Alors quand ils déclarent, c'est déclarer le compte que vous avez, genre, donc comme disait Nadia, Binance, Coinbase, peu importe, ce que vous voulez, centraliser. Mais dire qu'ils vont tellement loin qu'ils vont déclarer, comment dire, Tout ce qui est les bis. montants qu'ils ont, le staking qu'ils font. Il y en a même qui j'ai vu qui vont déclarer des wallets décentralisés et qui vont dire les montants qu'ils ont dessus. Alors, les wallets décentralisés ne se déclarent pas en France. Eh ben, il y en a qui le déclarent. Oui, je sais, mais je l'ai Je sais déjà pas vu comment hein, ils font, l'année dernière. mais Cette année, en fait, au moment de la déclaration, dans les wallets décentralisés, il y a pas d'obligation de les déclarer, ceux-là. Les comptes à l'étranger, oui. Les wallets décentralisés ne se déclarent pas. Par contre, faites très attention, il y a certains revenus comme le staking et compagnie, ça se déclare. Et pareil, ce qui se déclare, c'est le fiat que vous récupérez. En gros, j'ai de la crypto-monnaie, je vends ma crypto-monnaie qui est revenue sur un compte en devise, dollar, peu importe, mais nous, pour nous, l'euro, en fiat, hein, monnaie fiat en euros. Là, les gains, vous les déclarez. Là, vous avez une obligation déclarative vous devez le faire, ça, oui, quand vous rachetez. tout à Mais fait. pas, mais si vous n'avez pas racheté, que vous avez fait une plus-value sur vos wallets et compagnie, ça se déclare pas. Vous déclarez juste que vous êtes détenteur de compte à l'étranger ou détenteur de wallet à l'étranger. Enfin, à Voilà. Donc l'étranger, en Europe, ceux qui en font un peu trop, centralisé. restez dans les clous, n'allez pas, n'en Oui, faites pas trop non plus n'allez parce pas, qu'après, voilà, tendre le bâton pour vous faire battre plus qu'autre chose, si quoi. vous n'êtes pas bien droit dans vos bottes, vous n'avez pas tout bien fait, vous allez vous mettre des problèmes, voilà, tout seul. Mais de toute façon, sache que maintenant avec Dacuit et compagnie, c'est eux. Ben, ça va être mignon de toute façon, ça va être mignon par la suite. Maintenant, je pense qu'on va peut-être avoir nos avis d'imposition avec déjà tout qui Très apparaît rempli. comme le revenu pré-rempli, peut-être avec nos wallets et nos comptes. Je m'attends à ça, moi. Hein. Mais pourquoi pas, tant mieux. Ça nous faciliterait la tâche. Hein. Mais pourquoi pas? Les gens pleureraient, je pense. Mais bon. Parce que on voit que tout augmenté, on en reviendra dessus, mais tout augmente encore et c'est toujours plus de taxes, mais voilà, faut se préparer, c'est comme ça. Ouais. On sait où on est. Alors, il y a un truc aussi, donc on voit toutes ces régulations qui est mises en place là. Est-ce que c'est pas une porte d'entrée pour les gros poissons? Quand je dis gros poissons, c'est les grandes banques, les fonds d'investissement. Ah, Euh, est-ce que
Est-ce que c'est le moment d'investir avant eux? Parce que là, je vois que ça rentre. On a vu le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne qui rentre, qui était contre, Crédit Agricole qui fait tout pour se mettre en place, Société Générale qui fait des stablecoins, qui aime des stablecoins, euros et dollars. Donc là, il se passe quelque chose. On voit que il y a un marché qui devient beaucoup plus mature, et à partir du moment que on voit ces gros poissons là qui rentrent dedans, on a même en tant sceptique sur le secteur des crypto-monnaies, on sait comment ça fonctionne en général. C'est toujours les grosses institutions qui vont entrer en premier. Ensuite, ça va être les gens qui sont des gros investisseurs, hein, d'accord, les gros investisseurs. Et après, c'est quoi? C'est le peuple, hein, c'est la masse, hein, c'est les moutons. Et en général, les gros vendent aux petits, au prix qu'ils veulent. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu sais, il y a un adage qui dit un petit peu, hein, c'est la règle d'or, hein, c'est acheter le bruit et vendez la nouvelle. C'est C'est ça. exactement ça que ça me fait penser, hein. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a eu la régulation MiCA, maintenant d'Acuit, hein. En fait, là, c'est vraiment le tapis rouge pour tout ce qui va être institutionnel. En fait, quand ils arriveront massivement, eux, la volatilité, elle va faire quoi? Elle va baisser. Par contre, les prix, eux, auront déjà monté. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est vraiment le moment pour nous Mhm. d'entrer avant que le marché en fait devienne totalement institutionnalisé, si je peux dire, Tout et à donc fait. moins rentable pour nous. Donc, et s'il faut rentrer dans ce marché-là, allez-y maintenant et avec des stratégies, hein, nous on parle tout le temps en DCA, allez-y petit à petit, pas forcément avec des grosses sommes, mais commencez à rentrer dedans parce que j'ai envie de te dire demain ça sera trop tard. Et clairement, bah, ces gros institutionnels-là, hein, Mhm. dès que les règles elles seront claires avec Mika, avec Dacuit, avec comme ça, bah, les gros poissons ils vont arriver. Hein. Donc tu vas voir les banques, tout ce qui va être fonds d'investissement, les assureurs. Avant, les banques faisaient pas de bitcoin, enfin, faisaient pas de crypto-monnaie. Je sais pas, tu te rappelles, ah, crypto-monnaie! Ils disaient même aux clients, Exactement. maintenant ils se mettent à en faire. Alors, voilà, nos clients nous disent, ah, ben, ma banque, elle m'a proposé de la crypto-monnaie. Ah bon? Bah, tiens. Voilà, les banques, fonds d'investissement, les assureurs vont s'y mettre aussi, parce que les assureurs font aussi, enfin, un peu de finance d'investissement, hein. Les multinationales, pourquoi pas? Enfin, voilà, on s'attend à tous ces gros poissons, on s'attend à ce que tous ces gros poissons-là entrent. Et, eux, ils sont tout simplement en train d'attendre que le terrain se régule, tu vois, qu'il soit sécurisé, qu'il soit balisé, et après, bing, ils vont rentrer et en masse. Et là, il sera trop tard pour nous. Donc c'est pour ça que Et les prix vont monter d'une manière, et après ils vont mettre ça à un prix incroyable. La masse va acheter, va c'est se ça. faire rétamer derrière, et eux, ils vont racheter encore moins cher pour revendre encore plus cher. C'est ça, C'est donc c'est pour ça que là, c'est vraiment une opportunité d'investir avant eux. Voilà, tant que les prix sont encore, bon, j'ai envie de dire accessibles, hein, tout dépend, voilà, encore les prix sont accessible, ouais. plutôt accessibles, voilà, et que les projets ils sont encore un petit peu sous-évalués, tu vois, on y va. Mais il faut le faire, attention, intelligemment, il faut pas faire n'importe quoi, hein. On N'importe n'est pas en quoi. mode casino, hein. Voilà, je le dis surtout pour nous en tant que musulmans, dans notre éthique, faites-le intelligemment, le faites pas en mode trading ou en mode casino. C'est pas le but, hein. Voilà, il faut surtout structurer, et je le dis tout le temps et on n'arrête pas de le répéter, tout ça autour d'une stratégie, voilà, autour d'une stratégie crypto qui soit quand même éthique et bien encadrée. Euh, Accompagnée, j'ai envie de te dire, même. c'est vrai que là, on voit que le gros poisson qui va arriver, c'est dans ton domaine, Nadia, hein. Donc, qui va arriver, qui va commencer à arriver là, c'est un beau cadeau de nouvel an. Le DAC 8, d'accord? Ouais. Euh, est-ce que, dis-moi simplement, est-ce que cela signifie que toutes les plateformes, même les étrangères, vont balancer directement tous nos comptes au fisc? Vraiment tout? Ouais, ouais, clairement, c'est le but. Ouais, c'est clairement le but. En fait, DAC 8, c'est quand même. C'est quoi? En fait, c'est quand même une directive ça veut dire quoi, DAC 8? C'est directive administrative, je crois, de coopération, et c'est la huitième. Il y a un DAC 1, DAC 2, DAC 3, Ah oui, il voilà. y en a plein, il y en a Ouais, plein. ouais, il y en a plein, hein. Donc, il faut aller voir un petit peu ça, mais c'est exactement ça. Et là, on en est à la version 8. Et là, DAC 8, elle va imposer tout simplement à toutes les plateformes, même étrangères, en fait, de transmettre automatiquement les données des contribuables européens à leur fisc, enfin, au pays de résidence fiscale, en gros. C'est ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que ça va être automatique. C'est à eux, maintenant, c'est pas à nous de déclarer, c'est eux automatiquement qui devront le faire remonter au fisc. Et ça, peu importe que tu sois sur une plateforme à Dubaï, en Suisse, en Asie et compagnie, la plateforme, elle est régulée. Et elle devra
ça va être même des obligations, collaborer avec l'administration fiscale française. Et Hmm. moi, je te disais, il faudrait qu'on fasse même un live spécial parce que, au-delà là, on parle d'Aquit, c'est parce que en ce moment, tout le monde en parle. Mais il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a la même chose qui se prépare, hein. Là, aux Oula, va pas trop États-Unis, c'est leur faire peur là, parce que là, non, c'est voilà. Je du pense gros que ça fera morceau là. l'objet parce que j'ai besoin de plus de recherches, de voir exactement. En fait, si tu veux, c'est un projet. Donc, quand c'est un projet, tu peux pas trop te prononcer ou affirmer des choses, tu vois. Donc, il faut que je prenne des gants dans ce que je vais transmettre. Donc, c'est pour ça que là, je suis en pleine étude de ce qui se passe, de toute cette mutation à venir au niveau mondial. Mais beaucoup pensent que, voilà, peu importe, voilà, moi, j'habite à Dubaï, j'habite machin, je sors des radars. De toute façon, j'ai dû décentraliser et compagnie. Il y a déjà des conventions qui existent, pour lesquelles certains pays, notamment en Arabie Saoudite, ont signé ces conventions-là. C'est notamment le CRS, hein, par exemple, où ils doivent transmettre ne serait-ce que les comptes qu'il y a à l'étranger. Donc il y a pas mal de choses qui existent. Et au niveau mondial, le TFR avec les États-Unis, la FATCA, les États-Unis l'a déjà mis en place. Tout ce qu'on appelle FATCA, ils nous demandent à nous de transmettre les informations des ressortissants français qui auraient une attache avec les États-Unis ou qui seraient citoyens des États-Unis avec des Ok. investissements en France. Mais ils ne le font pas dans l'autre sens. Par contre, ils sont en train de développer effectivement une espèce de DAC8 où ils vont eux aussi, enfin c'est au niveau mondial, on verra si les États-Unis le signent ou pas, où ils vont nous transmettre également toutes les informations, toutes données bancaires, crypto et compagnie. Moi je pensais notamment à ceux qui ont des comptes, les LLC. Les fameuses LLC au State. On se croit tous à l'abri. Là, je viens de lire des choses qui se passent où c'est une bombe à retardement pour les ressortissants français qui ont ça. Voilà, et qui sont Surtout, résidents en surtout que France. là, ils voulaient faire sur le passeport, de ce qu'on a entendu. Bon, Ouais. c'est compliqué, mais c'est vrai que la site derrière, les États-Unis maintenant commence à balancer. Ouais. Ça va être, Là, voilà, quand si tu n'es pas en Europe ou en France, tu peux encore échapper, enfin, au fisc français, mais là, c'est des bombes à retardement, enfin, par rapport à toutes ces personnes-là. Donc, ne vous pensez pas à l'abri parce que vous êtes à l'étranger, que vous avez des cryptos sur des wallets décentralisés et compagnie. Tout ça, c'est fini. Il va y avoir une harmonisation mondiale. Alors, l'objectif, hein, on parle beaucoup de lutte anti-blanchiment, hein, et lutte toujours, anti-blanchiment et toujours, tout ce qui est financement du terrorisme. Et voilà, alors ça, c'est le, toujours, toujours. voilà. C'est comme ça qu'on l'apporte, qu'on le met en avant. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai, mais au-delà de ça, on sait que ça permet surtout de pouvoir contrôler les évasions fiscales et d'avoir la mainmise un petit peu, puis peut-être demain aussi, de pouvoir contrôler les fonds de leurs ressortissants, hein, bloquer des wallets crypto, bloquer des comptes, voilà. Euh, ils vont pouvoir, comment te dire, jouir de cette force, de cette autorité qu'ils auront sur nous, malheureusement. Donc aujourd'hui, les personnes qui veulent retrouver leur souveraineté sont coincées. Il n'y a plus de solution. Alors, la solution pour l'instant, si on peut retrouver une souveraineté, la solution c'est le cash tant qu'il y en a. Mais le problème du cash, c'est que c'est bien à un moment donné, mais quand tu vas acheter quelque chose, tu peux pas. Parce que ça veut dire qu'il faut le remettre dans le système bancaire parce que tu peux plus payer une maison en cash ni quoi que ce soit, ça n'existe plus ça, hein. Même certains pays encore africains qui le faisaient encore, là, depuis 2025, tout le monde se met à la page. Donc le cash, c'est la fin du cash. Mais effectivement, la seule souveraineté qu'on pourrait avoir, c'est le cash. Sinon, moi je dis tout le temps, pour retrouver une souveraineté, c'est peut-être réduire ses avoirs financiers et avoir plutôt du tangible, des terres, des maisons, ce genre de choses-là. Réduire voilà, dans son patrimoine, c'est-à-dire avoir une part plus importante comment te dire, en actifs tangibles plutôt qu'en actifs financiers. Et intéressez-vous sur la DeFi pour vraiment avoir votre argent dans votre poche aussi. Parce que Alors, j'ai vu un truc aujourd'hui, parce ouais, que ça peut paraître bête, hein, avec tout ce qui se met en place, parce qu'on sait que quand on regarde au niveau de l'AMF, ouais, ceux qui sont PSAN, on peut geler les comptes oui, de quelqu'un sur la crypto. Donc c'est pareil dans le compte bancaire que vous avez et votre compte crypto, hein. Dites-vous, c'est la même chose. Et pour moi, j'ai toujours dit qu'un échange de crypto-monnaie centralisé, hein, pour moi, c'est comme une banque. C'est exactement la même chose. C'est exactement. Sauf que il y a plus d'argent en jeu, il y a plus de liberté, mais ça reste la même chose en fait. Donc, et c'est pour ça que il y a de l'argent à se faire. Et c'est ça que maintenant les banques, ils ont vu qu'il y a de l'argent à se faire, ils ont vu que le marché est plus mûr. Ils disent, oh, nous aussi, on est plus costaud, on va aussi profiter de cela. Mais ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, toujours collé au crédit social et compagnie, hein, on voit que j'ai vu dernièrement des gens se faire geler, bloquer ou pensionner leur compte crypto parce que
ils ont comment ça s'appelle ça, des trucs à tir détenteur là, comment ça s'appelle les trucs, Des avis à des un compteurs. tir détenteur quoi, un tir détenteur tout simplement. Ils ont un tir détenteur et c'était surpris de voir que sur leur compte crypto, qu'on ponctionnait dans leur compte crypto. Ouais, mais à partir du moment où elles sont C'est comme une accessibles en banque. Europe et compagnie, ouais. Bah oui, parce qu'elle est accessible. Elle serait peut-être en DeFi ou un truc comme ça. On peut pas. Ils ont pas accès et ils savent pas ce qu'il y a dessus. Mais dès que tu es sur oh, pardon, une plateforme centralisée, ce genre de choses, ben oui, ils y ont accès. Depuis Mika, en plus, c'est encore Il pire. était choqué, Mais j'avais pas qu'il mais était c'est choqué normal, qu'il hein. disait. Une crypto, c'est une monnaie, hein. Donc, que tu la prennes en fonds euros sur une banque ou que tu la prennes en crypto, on le paye bien en crypto. Donc, pourquoi eux, ils se paieraient pas le fisc en crypto? Bah, c'est pareil. Moi, ça me choque pas, hein. Ah ben, les gens sont choqués. Moi, toi, ça te choque pas toi. Non? Toi, c'est ton métier. Mais il y a des gens qui voient que des fois, ben, on peut se servir dans leur compte crypto et ils sont choqués. Et là, ben, ils m'appellent. Ah oui, je dis, ben, écoutez, c'est la banque, hein, c'est pas la liberté. Être son exchange centralisé, vous le savez bien, c'est ça. Mais Euh, tu sais, ça Ils ont existe. des obligations. Ouais, mais ça existe sur le tangible aussi. Je suis désolée, le fisc, il peut très bien saisir un bien, le revendre aux enchères et se payer, hein. Regarde, ça existe sur la crypto, sur la monnaie, sur les biens tangibles. C'est la même chose. Donc, oui, soyez à la page là-dessus. Mm. Euh, Ce qu'on va faire, on va s'arrêter là parce que on fera ça en deux parties parce qu'il y a beaucoup à dire sur Dacute, etc. Ouais. Et, histoire que ça reste quand même digeste pour vous. Inch'Allah, on fera aussi des lives sur le sujet. Je vous invite vraiment, encore une fois, à vous abonner à la chaîne Capital Éthique. C'est important. Là, on fait un peu la bascule là-dessus pour être au top, au courant de la fiscalité. Rappelez-vous, hein, de l'argent, c'est bien de faire de l'argent, mais c'est mieux de le garder et de le protéger. Donc, Protégez-le, voilà. Ben, protégez-le, voilà, que ce c'est soit une bonne important. stratégie. L'argent, oui, mais la fiscalité qui va avec, elle doit être maîtrisée. Sinon, ben, vous n'avez pas, voilà, vous maîtrisez pas vos gains. Et si vous voulez aller plus loin aussi, parce que c'est important, euh, avoir ce savoir, rejoindre une communauté, d'accord, networker, apprendre, d'accord, à investir dans les marchés financiers, investir dans les cryptos actifs, etc. Et surtout, la fiscalité appliquée avec Nadia dans ces actifs-là, ce qui est très important. Si vous voulez aussi avoir cette souveraineté financière, nous avons des solutions à vous proposer, etc. Aussi pour se générer des revenus passifs, ce qui est important. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à prendre rendez-vous avec nous dans les commentaires épinglés ou en description. Inch'Allah, on pourra vous aider, en tout cas discuter de votre situation et ça sera avec grand plaisir. Ça coûte rien. Déjà, c'est toujours un premier entretien pour étudier un petit peu votre profil, votre situation, ce que vous recherchez. Et nous, c'est regarder avec vous si effectivement on peut vous accompagner et vous aider à, voilà, à vous former, à comprendre et à être maître de votre argent. Voilà, à être retrouvé en fait cette mainmise sur vos investissements, savoir où aller, comment faire et surtout demain comment l'optimiser au maximum pour réduire aussi cette fiscalité qui peut être pesante sur vos investissements. Voilà. Donc vous retrouvez un petit peu cette liberté-là comment vous dire, de savoir ce que vous faites de votre argent. Exactement. Par vous-même, je pense que vous aurez de belles surprises. C'est quelque chose, Inch'Allah, qu'on va aborder, vous aurez de très très belles surprises. Ouais. De très très belles surprises. Je pense que vous serez assez surpris de certaines choses qui se passent sous votre nez. Et c'est important d'avoir toujours ce savoir. Savoir-faire, c'est important. Ouais. Tout ce qu'on Et nous c'est vend pas avec, long, hein. tout ce qu'on nous vend avec des paillettes parfois, Ouais. avec des frais cachés qu'on ne voit pas. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, beaucoup investissent les yeux fermés, ils font confiance. Mais quand on regarde l'impact des frais sur certains contrats, quand on se rend compte que la fiscalité qu'on nous offre à l'entrée, bah, vous la coltinez à la sortie, que tout le monde ne vous dit pas exactement comment ça se passe. Mais dans cette formation-là, vous apprenez tout. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert et à quoi vous attendre. Comme je dis moi, à quelle sauce vous allez être mangé. Et c'est C'est vrai. ça. Mais tu sais que des fois j'ai des personnes, déjà qui gagnent rien quand ils vont investir, en déléguant leurs fonds. Mais je dis, mais dans tout ça encore, t'as pas compté ta zakat, hein? T'as ta zakat à C'est pour sortir. ça qu'on leur dit de faire attention. En fait, quand on n'est pas formé, on ne sait pas. Donc, oui, bon, on m'a proposé une assurance vie, ok, c'est cool, j'ai signé. Puis quand on regarde, ça peut être l'impact des frais, hein. Sur le PER, on nous dit, bah, c'est génial, c'est un outil effectivement de défiscalisation quand on est en activité, qu'on a des gros revenus, ça peut être intéressant. Mais quand vous avez une tranche marginale qui ne change pas forcément de tranche ou légèrement à la retraite, il faut savoir que et nous, en tant que musulmans, il faut faire attention, on ne sort pas en rente. On est obligé de sortir en capital.
On n'a pas le Ah, choix. Ben, récupérez votre capital, même si c'est partiellement ou totalement à la fin, et que vous devez le réintégrer à vos revenus d'activité ou de retraite, donc, donc on se fait allumer. tu te fais allumer. Oh Et tout le monde punaise. ne le sait pas, tout le monde vend ça comme si. Et des fois, j'ai envie de leur dire attention, ce n'est valable que si tu es sûr que au moment de ta liquidation des droits à la retraite, ta tranche marginale d'imposition, et logiquement c'est censé être comme ça, à la retraite on est censé gagner moins, mais c'est pas toujours le cas. Moi je gère des patrimoniaux, et je peux te dire qu'à la retraite, des fois leur niveau de vie il a pas baissé. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se sont constitués un patrimoine et qu'ils ont de l'immobilier, et qu'à la fin, bah, quand tu rajoutes l'immobilier plus tout ça, bah, finalement ils n'ont pas changé de tranche de marginale d'imposition. Donc quand tu leur dis, ben, ah mon Et il n'y a plus PER, les il est gosses. profité, Et il n'y a plus les gosses, donc tu restes pareil. c'est ça. Enfin, vampire. C'est ça, t'as des parts en moins. Et donc, en fait, quand tu veux récupérer ton capital et là que tu le rajoutes à tes revenus, bing! Et là, tu te dis, bah oui. Donc, le PER, oui, c'est bien. Mais dans certaines conditions. Et tout ça, ça s'apprend. Et tout ça, ça Ah, s'apprend. Et bon, dans bah notre écoute formation, ça. on le voit, nous. On va en parler une autre fois parce que ça c'est trop Oui, lourd oui. là. Mais voilà, d'où l'intérêt de se former et voilà. Enfin, on le voit aussi avec, à nos élèves hein, quand on est en bourse, qu'on leur explique pas mal de choses. Des fois, ils disent oh j'ai pas vu, oh je savais pas, oh, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, hein, à contrôler les coûts. Enfin voilà, Mais voilà. Nous en tout cas, on apprend en s'amusant. C'est toujours détendu et on a toujours plaisir nous à les former et à échanger avec eux. Voilà, donc nous, on vous invite à nous rejoindre, formation liberté financière, hein, et à nous suivre sur nos chaînes, hein, l'investisseur musulman et Capital Éthique, de manière voilà, à apprendre un petit peu plus tous les jours avec nous. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est important pour la communauté. Ah, c'est ça. On essaie d'éduquer de faire ce travail-là, donc partagez parce que ça peut servir. Beaucoup font beaucoup d'erreurs avec l'investissement, etc., ou ne sont pas éduqués financièrement. Donc, petit à petit, on va parler de tous les sujets et prenez soin de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. Ça, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. c'est vraiment Inch'Allah.